De retour dans l'Africa Newsroom, deuxième partie. Nous sommes toujours avec Justin Azankpo, Patrick Boyo, Jean-Marie Bitomo. Juste avant la pause, nous parlions donc de cette candidature du président Mahamadou Bouhari. Candidature donc officielle pour la présidentielle de 2019. Mais avant cela, il faut déjà qu'il passe par les primaires. Justin Azankpo, sur le bilan donc, du président Bouhari, vous voulez intervenir? Voilà, moi je voulais avant de parler de candidature, qu'on fasse quand même un bilan. Et le problème, c'est que nous avons des chefs d'État en Afrique qui se font élire sans bilan. Il y en a qui sont même coutumiers du fait, qui disent mais oui, mais nous, du moment qu'on a les grands électeurs avec nous, mais on n'a pas besoin même de présenter de bilan. Il faudrait que les Africains, nous commençons par demander des comptes à nos élus, à nos présidents surtout. Parce que là, un gars qui n'a rien fait, moi je dis rien fait, le Nigeria dispose d'énormes ressources, pas uniquement pétrolières. Le Nigeria, c'est quand même un pays industrialisé. Hein. Il est venu, il a fait deux promesses essentielles. Promesse d'abord de remonter le niveau de vie économique de son pays. Surtout, grande promesse, éradiquer Boko Haram. Sur ces deux schémas, si moi je dois faire une analyse éclairée, on va dire qu'il n'a pas réussi réellement. Autre chose que ses compatriotes lui reprochent, c'est sa capacité même à piloter le pays, à gérer le pays, ses absences fréquentes, etc. Moi, je ne dis pas que à cause de l'âge, on va lui dire « tu ne vas pas te présenter », mais il faudrait que les gens commencent par comprendre qu'on doit rendre compte, non seulement on doit rendre compte, mais il faut penser aussi qu'on a des générations derrière et des compétences comme lui, on peut en trouver d'autres. Donc il faut que les gens, on arrive à leur dire « stop ». Reconnaissez votre, pas incapacité, votre limite de compétence, et puis bon, on laisse la place aux autres. Alors quand même, peut-être un petit bémol, Justin Azankpo, il avait aussi déclaré la guerre à la corruption, c'était l'une de ses promesses de campagne. Il y a quand même quelques résultats. Le juge de la Cour suprême, Sylvestre Aguta, qui a été jugé. Il y a aussi un colonel, également un président du Sénat, d'anciens ministres, qui ont tous été, en tout cas, ciblés par cette lutte contre la corruption. Donc il y a quand même quelques résultats qui sont là. Moi je dis ces résultats, vous savez, hein, dans nos pays africains, vous avez même des gens qui sont des gros corrupteurs, des corrompus, et qui sont jugés, qui se font même réélire. En réalité, c'est bien qu'il ait pu obtenir quelques succès dans ce domaine-là. Mais je ne crois pas que les Nigériens le jugeront uniquement par rapport à ça. Par rapport à la lutte contre la corruption, mais quand même, depuis 2015, on peut dire que le Nigeria est passé de l'impunité, en tout cas sur cette question de la corruption, au fait finalement de devoir rendre des comptes. Ça, c'est une réalité quand même. Mais exactement, ça c'est un fait. Oui. Donc on peut mettre au crédit de Mahamadou Bouhari, parce que tout n'est pas négatif dans son mandat, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais simplement les objectifs principaux pour lesquels il a été élu, le contrat électoral qu'il a eu avec le peuple nigérian ne se révèle pas concrètement, hein, que ce soit au plan économique, de la bonne gouvernance, au plan sécuritaire. Et lui-même, on parlait tout à l'heure de la question de l'âge. Moi, je pense que l'âge n'est pas un problème en soi, mais ce qui pose problème, c'est plutôt l'usure du pouvoir, la longévité au pouvoir. On ne peut pas diriger un pays pendant une quinzaine, une vingtaine d'années, et surtout dans son état. Lui n'a pas, je ne mets pas dans son compte, hein, il n'a que 4 ans au pouvoir, à peine. Même pas 4 ans au pouvoir, il va totaliser 4 ans l'année prochaine. Ça, c'est pour revenir à d'autres chefs d'État africains qui essaient de s'accrocher au pouvoir, bien entendu. C'est le cas notamment d'Idriss Déby et tant d'autres. Mais ce que moi je dis pour le cas de Bouhari, pour se limiter à celui-là, quand on a un chef d'État qui passe déjà plusieurs mois à l'étranger pour se faire soigner loin de son pays, ça pose problème. Et surtout quand la population ne sait pas de quoi souffre le chef de l'État depuis plusieurs années et que sa maladie est gardée secrète, ça montre qu'il y a un déficit de confiance. S'il veut qu'on lui fasse confiance pendant 4 ans, il doit au moins faire confiance aux gens à qui il demande de faire confiance, d'être compréhensif et de savoir qu'au moins il va rester vivant pendant les 4 prochaines années. Parce que qu'est-ce qui nous prouve que si on l'élit l'année prochaine, 6 mois après ou une année après, il ne va pas décéder, parce que le décès de la personne qui est élue ne rassure pas
que le programme pour lequel il a été élu va être exécuté conformément à ce qui a été convenu. Donc il révèle finalement, qui rend public son dossier médical. Je n'exige pas le fait de rendre public, mais je dis qu'il y a un déficit de confiance. C'est quand même paradoxal de voir une personne qui demande la confiance du peuple, mais lui-même n'a pas assez de confiance à ce même peuple pour qu'il comprenne sa maladie ou sa capacité à surmonter sa maladie. Alors en tout cas, les primaires de l'APC vont donc se tenir en août 2018 et la présidentielle donc en février 2019. On continue de débattre d'une toute autre actualité dans notre grand angle. 500 millions de dollars. C'est le montant du prêt que vient d'accorder la Banque islamique de développement à l'Afrique. Sont visés des projets en Côte d'Ivoire, en Tunisie ou encore au Sénégal. La BID, un partenaire financier qui prend de plus en plus de poids sur le continent. Marcel Farba-Maroun revient sur les enjeux de ces lignes de crédit. La BID, Banque islamique de développement, va injecter plus de 500 millions d'euros en faveur de l'Afrique. L'institution financière internationale basée à Jeddah, en Arabie Saoudite, l'a révélé à l'occasion de la 43e réunion annuelle qu'elle a organisée à Tunis du 1er au 5 avril 2018. Ce montant permettra d'appuyer plusieurs projets dans 3 pays. La Côte d'Ivoire recevra ainsi 101,9 millions d'euros pour la construction de l'université de Bondoukou, au nord-est. La Tunisie se verra octroyer 149,8 millions d'euros pour les secteurs énergétiques et sanitaires, pendant que le Sénégal va obtenir 151,2 millions d'euros pour des entreprises publiques. La plupart de ces pays sont dans une phase de transition dans leur développement. Ces pays-là font appel à divers types de financement, surtout que la Banque islamique de développement est une institution bilatérale qui prête à des taux relativement avantageux par rapport au marché. Donc, c'est toujours de bon aloi pour les pays en développement de recourir à ce type de financement-là pour financer en fait la construction d'infrastructures, le redressement d'entreprises publiques pour continuer ou consolider leur phase de développement. Branche du groupe BID, la Société islamique pour le développement du secteur privé a, quant à elle, accordé pour 135 millions d'euros en ligne de crédit à plusieurs banques d'Afrique subsaharienne spécialisées dans le financement des petites et moyennes entreprises, avec pour objectif d'augmenter les prêts en faveur de ces petites et moyennes entreprises. Il apparaît clairement que dans la stratégie de la Banque islamique de développement, accompagner les États dans leur développement va sans doute passer aussi par l'appui de ces États-là au secteur privé et notamment le sous-secteur des petites et moyennes entreprises. On a essayé de passer de l'agriculture primaire à une agriculture de type industrialisé avec le secteur secondaire. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un autre maillon de l'économie, à savoir les petites et moyennes entreprises qui peuvent apporter une contribution substantielle au PIB. Ces dernières années, la Banque islamique de développement a multiplié ses engagements en Afrique de l'Ouest avec des prêts à hauteur de 244,2 millions d'euros début 2017 destinés à la Guinée mais aussi au Sénégal, pays dans lequel elle est devenue l'un des bailleurs les plus importants. Le groupe financier a également fourni une assistance aux gouvernements qui ont émis des soukouks ces dernières années tels que la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. Alors, dans ces 500 millions de dollars, 184 millions sont destinés à la Tunisie pour le développement d'infrastructures. C'est le bon segment, ça, pour la Tunisie, là où d'autres ont choisi un partage entre les infrastructures et des secteurs tels que les PME. Mais moi, je dirais que ce dont ont besoin les populations, c'est davantage les petites et moyennes entreprises. Je dirais même un développement à la base avec des microcrédits, par exemple, au lieu de... Peut-être que la Tunisie a besoin en termes énergétiques, mais la Tunisie a d'autres sources de financement pour cela. Et donc, moi, je crois que la question qu'on peut même se poser, c'est le président ghanéen qui l'a dit ouvertement. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par compter un peu sur nos propres moyens? Quelle est la contrepartie de la Banque islamique de développement? Qu'est-ce qu'elle demande, etc. Donc ça, c'est aussi des questions qu'il faut qu'on commence par se poser. Quel est le bénéfice que tirent les populations qui sont à la base de tout cela? Voilà, donc il y a quand même des questions de fond, des questions éthiques, même de développement, des questions à qui profitent ces
gros investissements. À quel taux, etc. Comment paye-t-on, etc. Donc, est-ce qu'on s'endette pour les générations futures? On continue de le faire. Voilà, donc vous êtes plutôt réticent à l'égard de... C'est bien beau de dire on balance plein d'argent dans certains secteurs. C'est les États qui définissent les secteurs prioritaires. Mais quelle est la part des populations de base? Est-ce que leurs besoins fondamentaux ont été pris en charge? Il y a des pays, par exemple, qui s'orientent vers des microcrédits. Là, on pourra encore multiplier des plus-values, on pourra multiplier la création de richesses davantage que cela. Et là, on crée des emplois. La Tunisie, tous ces pays dont on a parlé, il y a quand même des sous-emplois. Il y a du chômage, etc. Est-ce que ces gros investissements vont créer des emplois pour les jeunes? Point d'interrogation. Moi, je suis dubitatif là. Patrick Boyot, dans les secteurs là où vont être investis ces 500 millions, est-ce que c'est bien vu là de la part des États? C'est bien vu de la part des États, surtout que ça a déjà été annoncé ou prédit par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, parce que les 500 millions que la Banque islamique de développement débloque, ça correspond exactement à ce que Mohamed Ben Salman avait prévu pour l'Afrique. 500 millions de dollars à prêter à ce pays. Mais la difficulté qui vient dans la suite de ces prêts, comme l'a dit mon interlocuteur tout à l'heure, ce n'est pas seulement les conditionnalités de remboursement derrière, mais aussi la faisabilité concrète de la transformation de l'économie du pays à travers cet argent. Deux problèmes se posent. Premièrement, c'est la corruption et les détournements des fonds publics. Vous savez qu'en Afrique, nous avons des pays où certaines personnes, certaines classes dirigeantes de certains pays peuvent à elles seules rembourser toute la dette de ces pays. Je ne citerai pas certains pays, mais c'est un fait. Il y a des enquêtes qui sont publiées. Le Congo-Brazzaville, par exemple, la famille de Sassou Nguesso, à elle seule, peut rembourser toute la dette du Congo-Brazzaville. Ça, c'est une difficulté que certains pays africains ont pour pouvoir relever l'économie derrière. Mais à supposer qu'on ait la possibilité de pouvoir gérer l'argent convenablement et pouvoir en faire ce qu'il convient. Il faudrait maintenant réfléchir dans laquelle mesure on peut injecter cela dans l'économie. Les PME, je suis d'accord. Mais s'il faut que les PME soient créées simplement pour le plaisir d'avoir des PME, on va se retrouver derrière avec des jeunes gens qui seront endettés vis-à-vis des banques auprès desquelles ils auront contracté des crédits. Et derrière, il n'y aura pas une économie normale qui va suivre. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui sont partis de l'Occident, de la diaspora comme on dit, pour aller investir en Afrique, qui rentrent déçus. J'ai des amis qui rentrent d'Afrique de plus en plus déçus, ils disent qu'ils ne comprennent pas la façon de fonctionner là-bas. Peut-être ils s'y prennent mal, mais la difficulté principale, c'est avoir une synergie. Nous créons des PME, mais si nous voulons créer des start-up, il faut faire en sorte qu'il y ait des sociétés de télécommunications derrière qui facilitent l'accès à Internet. Il faut qu'il y ait des grandes entreprises, des distributeurs locaux qui fassent appel à ces start-up à travers les sociétés de télécommunications pour faire fonctionner l'économie numérique, par exemple. C'est toute une économie. Mais donner l'argent seulement aux jeunes gens pour dire, voilà, nous lançons des... Comment je peux dire, une loterie de ceux qui voudront avoir la plus belle idée pour pouvoir développer l'Afrique, ça ne marche pas comme ça. Sans synergie, sans la bonne gouvernance et surtout sans le respect des deniers publics, cet argent va se retrouver simplement sur le compte d'une dette supplémentaire que les pays africains devront rembourser, malheureusement. Jean-Marie Bitomo. La problématique qui nous intéresse ici, là, vous avez deux points importants à souligner là-dessus. Vous avez l'origine des fonds, d'où sortent les fonds. Et maintenant, vous avez un deuxième point qui est la gestion effective de ces fonds-là. Sur le premier point, en ce qui concerne l'origine des fonds, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est bon pour l'Afrique, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça permet de diminuer la charge de la dette. Nous savons très très bien que les banques, si vous voulez, islamiques, n'ont pas les mêmes pratiques que les banques occidentales. Donc à partir de là, nous savons très bien, l'Afrique a besoin de son développement. Une fois qu'on a fait l'analyse de l'environnement global, est-ce que nous avons des industries en Afrique pour demander en sorte que nous nous autofinançons, chers amis? Nous ne les avons pas. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il faut regarder la réalité, l'environnement, et non pas, si vous voulez, de partir sur des présuppositions. On parle de la réalité. On sait bien que tous les pays africains aujourd'hui, malgré toutes les matières premières dont regorgent nos États, il y a un déficit là-dessus parce qu'il n'y a pas d'industrialisation en tant que telle, dont on
a moins de plus-value qui rentre chez nous. Donc, au niveau de l'origine des fonds, c'est déjà un point très, très important. C'est que la Banque islamique s'implique parce qu'on sait très, très bien chez nous que la charge de la dette dans les années 80, quand on a instauré les passes en Afrique, les plans d'ajustement structurel, les intérêts de la dette, des fois, dépassaient, si vous voulez, le nominal qui avait été prêté aux États africains. Donc, sur ce premier point-là, c'est une bonne chose. Le second point maintenant, je vais dans le même sens, comment dirais-je, que mes co-débatteurs sur le plateau. Il est tout à fait logique que nous soyons soucieux de la destination de ces fonds-là. Cette destination de fonds-là, on en parle souvent ici là sur ce plateau, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous manquons de prospective en tant que telle. Nous ne réfléchissons très très peu dans la dimension stratégique des choses. Donc à partir de là, dès qu'on ne sait pas hiérarchiser les priorités de chacune des économies, parce qu'on peut parler de l'Afrique, mais toutes les économies n'ont pas les problématiques identiques. Ces problématiques-là sont différentes d'un État à un autre. Maintenant, vous avez parlé, comment dire, de la Tunisie là tout à l'heure. La Tunisie, c'est un pays agricole. L'activité première de la Tunisie, c'est le tourisme en tant que tel. C'est le premier, ça a été le premier contributeur pendant des années avant, si vous voulez que vous ayez les printemps arabes, avec l'Égypte. Le tourisme, c'est-à-dire, c'était le principal contributeur à au PIB de ces économies-là. Donc à partir de là, maintenant, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout simplement, la Tunisie a déjà une certaine expérience. L'économie se retrouve, comment dirais-je, en récession aujourd'hui parce que les chefs d'entreprise n'arrivent pas à trouver des crédits sur le plan interne. Donc, cette manne-là qui vient de l'Arabie Saoudite est une manne qui est bienvenue pour une économie comme l'économie tunisienne parce que ça permettra justement, par rapport à ce que mes collègues disaient tout à l'heure là sur le plateau, de pouvoir relancer les PME. Et encore, faudrait-il qu'il y ait une bonne hiérarchisation de ces projets-là en tant que tels pour que ça soit créateur d'emplois, comme le disait M. Ansou là tout à l'heure, que ce soit créateur d'emplois en tant que tel. Donc, tout est question de stratégie, tout simplement, quelles sont les stratégies qui sont mises en place. On ne pond pas une stratégie comme ça sans avoir fait, comment dirais-je, un inventaire de ses forces et de ses faiblesses. Donc, à partir de là, j'espère bien que ce sera bien fait en Tunisie. Merci donc à tous les trois pour ces explications. Une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.